Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de me recevoir chez vous. Voici les titres de cette édition. Les institutions financières internationales enquêtent de solutions pour leurs partenaires GAC. La Guinée était au cœur des discussions au Mining Indabas et au Cap en Afrique du Sud. Les partenaires œuvrent pour un règlement de ce contentieux. La mission gouvernementale poursuit son séjour dans la région forestière à Beila. Le Premier ministre Amadou Ouriba a inauguré une école professionnelle. Ce centre va faciliter la formation des jeunes de cette zone minière du pays. Le secteur touristique guinéen offre des potentialités énormes. Au Fouta Jalon, la ville de Dalaba dispose des sites touristiques qui forcent l'admiration, le tout avec un climat qui avoisine celui de la Suisse. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, cette bonne nouvelle. Mohamed Touré, fils du président Ahmed Sékou Touré, est enfin libre grâce à l'implication personnelle du chef de l'État général Mamadi Doumbouya. Il a été accueilli ce samedi à l'aéroport par le ministre des Affaires étrangères, Dr Maurice Sanda Kouyaté. Reportage Oumar Bari. Après plusieurs années d'ennuis judiciaires et de détention aux États-Unis, Mohamed Touré, fils du premier président de la Guinée indépendante Ahmed Sékou Touré, et son épouse Denise Cross Touré ont recouvré leur liberté. Cette libération a été rendue possible grâce à l'implication personnelle du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, qui a une fois encore prouvé son engagement en tant que père de la nation, soucieux du bien-être de chaque citoyen guinéen partout dans le monde. Mohamed Touré est arrivé ce samedi 8 février 2025 à Conakry en compagnie de sa fille, de l'ambassadrice de Guinée à Washington, Madame Fatoumata Sidibé, et du directeur de protocole de l'ambassade Ibrahima Bangoura. À leur arrivée à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Maurice Sanda Kouyaté, a salué au nom du chef de l'État le retour de Mohamed Touré. Il a rappelé que cet acte illustre le profond engagement de son Excellence le général Mamadi Doumbouya pour la dignité et le bien-être des Guinéens où qu'ils se trouvent. Au nom du chef de l'État, le ministre Maurice Sanda Kouyaté, dans un geste empreint de compassion, a salué la résilience de la famille Touré, en particulier Hadja André Touré, la mère de Mohamed. Il a réaffirmé la volonté du président de la République de garantir qu'aucun citoyen ne soit laissé pour compte dans les grandes initiatives humanitaires et nationales. Le général d'armée Mamadi Doumbouya, il a donné des consignes claires. En tant que ministre des Affaires étrangères, il m'a dit « Ramène-moi mon frère ici ». Chaque fois, après les conseils, ou quand il m'appelle pour me donner d'autres instructions, il me dit hey, Mohamed, je lui dis président, on est là-dessus. Il a tout fait grâce au président. Ton frère est là. Grâce au président, son frère est là. C'est ça. C'est ça la refondation. C'est ça, général Mamadi Doumbouya. C'est ça la Guinée. Visiblement ému et réconforté, Mohamed Touré a exprimé sa profonde gratitude pour l'intervention personnelle du chef de l'État qui a permis la réunification d'une famille après des années d'incertitude et de séparation. Je sais personnellement que le peuple de Guinée, en tous les 4 coins de la nation, ont aussi fortement participé à créer l'atmosphère qui a aidé à ces résultats-là. Nos propos sont ceux de profonde gratitude pour tout ce monde. Mais bon, le peuple de Guinée a exprimé sa volonté. Il fallait qu'elle soit portée. Et elle a été portée magnifiquement par le chef de l'État, mon frère, Mamadi Doumbouya. Je vous le dis en connaissance de cause,
ma sortie effective, maintenant, a été le produit d'un forcing politique, il faut le dire. Parce que je sais que, et par des agents interposés là-bas, avec lesquels on développe toujours des relations humaines, que des instructions fermes ont été données pour sauter pratiquement beaucoup de procédures afin que ces résultats soient. Et dans cet effort, nous voulons remercier aussi le ministre des Affaires étrangères qui n'a ménagé aucun effort. La représentation diplomatique guinéenne aux États-Unis, notamment notre ambassadeur, Madame Sidibé, et son personnel. Et je souhaite que nous tous, ensemble, nous ayons grandi de cette épreuve. Et je sais en tout cas que le président Mamadi Doumbouya est un homme de parole. Sobela Mouem. Sobela Mouem. À la bara la sirama. Aucun tu peux. Après l'accueil officiel à l'aéroport, Mohamed Touré a été conduit à la maison familiale au Case des Bellevues où Hadja André Touré et les proches attendaient avec impatience. Ce lieu, récemment restitué par le chef de l'État aux héritiers de feu Ahmed Sékou Touré, a vu une famille réunie dans une immense joie et une profonde gratitude. Tous saluent l'implication décisive du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, qui a su faire preuve d'une générosité et d'une solidarité exceptionnelle. Je remercie très sincèrement le président Mamadi Doumbouya. Je lui souhaite beaucoup de succès dans tout ce qu'il fait. Il a réussi total. Il nous a honorés. Que Dieu l'honore. Amin, amin, amin. Que Dieu l'assiste. Amin. Nous sommes de cœur avec lui. Amin. Merci infiniment. L'implication du chef de l'État dans la libération de notre compatriote Mohamed Touré s'ajoute aux nombreuses actions sociales et humanitaires menées par son Excellence le général Mamadi Doumbouya depuis le 5 septembre 2021. Chaque initiative, qu'il s'agisse d'améliorer les conditions de vie des citoyens guinéens ou de soutenir des familles en détresse, reflète la volonté du président de la République de servir son peuple et d'œuvrer pour l'unité et la prospérité de la Guinée. Dans l'actualité encore, la Guinée a pris part au Cap en Afrique du Sud au mining Indiba. La mission gouvernementale dirigée par le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, président du comité stratégique de Simandou, Djiba Diakité, a reçu lors de ce forum une délégation composée de cadres de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement et de la Société financière internationale SFI. Ces échanges ont pour but de trouver des solutions aux contentieux qui opposent le gouvernement guinéen à la société GAC Global Alumina Corporation. Le compte rendu avec Oumar Bari. Lors de la deuxième journée des travaux du Forum Mining Indaba, plusieurs rencontres stratégiques se sont tenues, mettant en lumière les enjeux qui touchent le secteur minier guinéen. La mission gouvernementale guinéenne, dirigée par le ministre directeur de cabinet de la présidence, président du comité stratégique de Simandou, Djiba Diakité, a reçu une délégation composée de cadres de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement et de la Société financière internationale. Ces échanges ont pour but de trouver des solutions aux contentieux qui opposent le gouvernement guinéen à la société GAC. La délégation guinéenne, qui comprenait également le conseil à la présidence Ousmane Doumbouya, le ministre des Mines et de la Géologie Bouna Silla, la ministre de l'Environnement et du Développement durable Djami Diallo, l'administrateur général du contrôle des grands projets Ibrahima Abé Diallo, ainsi que l'ambassadeur de la République de Guinée en Afrique du Sud, Moriba Alenkone, a entamé des discussions cruciales.
L'objectif était de clarifier les points de divergence liés au non-respect des engagements pris par GAC envers le gouvernement guinéen. Le ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla, a planté le décor en exposant les enjeux du contentieux. Il a ensuite passé la parole aux représentants des structures financières présentes qui ont souligné l'importance d'une résolution rapide du litige. Ces échanges sont d'autant plus pertinents après leur récente entrevue à Conakry, où la nécessité de trouver une issue favorable avait été déjà abordée. Le président du comité stratégique de Simandou, Djiba Diakité, a remercié les représentants des institutions financières pour leur accompagnement dans divers secteurs de développement en République de Guinée. Il a reconnu les incompréhensions qui existent avec GAC, rappelant que celles-ci résultent principalement d'un non-respect des engagements. Le ministre Djiba Diakité a réitéré la volonté du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, de mettre un terme à cette situation et a également exprimé sa compréhension de la position des banques présentes. C'est l'occasion vraiment pour nous de vous remercier pour l'accompagnement que vous faites déjà sur la Guinée, depuis le 5 septembre et même auparavant, pour développer notre pays, que ce soit sur le plan social ou économique. Nous voyons le témoignage de cet accompagnement cette année encore dans le secteur privé, les projets agricoles qui sont déjà financés par la Banque mondiale. Et je pense que les explications du côté de la partie guinéenne, mais également, comme vous venez brièvement partager avec nous, nous montrent à quel point nos relations sont, de mon point de vue, aussi importantes, voire même plus importantes que l'incompréhension d'ailleurs qui tourne autour du projet GAC. Pour nous, en tant que grands investisseurs, dans le projet GAC, nous comprenons tout à fait votre préoccupation, et votre position aussi, parce que vous l'avez signifié, la Guinée est aussi un actionnaire, donc ça voudrait dire, de mon point de vue, implicitement, que c'est aussi l'argent de la Guinée qui est investi quelque part dans le projet GAC, parce que les dividendes nous reviennent à tous en tant qu'actionnaires, que nous allons certainement en discuter au sein du comité stratégique pour voir justement pour la suite quelle approche, quelles sont les différentes modalités que nous pouvons associer à ce rôle que vous souhaitez jouer. Mais d'ores et déjà, je peux partager avec vous que clairement, vous aurez tout le soutien de l'État guinéen en ce qui concerne l'écoute, en ce qui concerne l'ouverture aussi, pour qu'ensemble, nous puissions converger vers une solution qui permet de réconforter tout le monde, une solution gagnant-gagnant, comme l'a exprimé déjà le chef de l'État depuis le début de ces différentes négociations. Par ailleurs, il a mentionné que l'élaboration du programme Simandou 2040 progresse bien en partenariat avec des cabinets conseils tels que KPMG. Ce programme ambitieux vise à harmoniser les objectifs du secteur minier avec la vision de développement durable du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. L'un des aspects les plus importants que vous avez souligné, c'est aussi le programme Simandou 2040. Effectivement, nous avons des discussions en très bonne intelligence avec la directrice régionale, Marie-Chantal, qui, de jour en jour, chaque rencontre, vraiment nous montre en plus une meilleure compréhension et l'expression du soutien de la Banque mondiale sur le programme de développement socio-économique durable et responsable, Simandou 2040, et puis surtout la volonté ferme d'accompagnement. C'est vrai que
la raison d'être de notre compréhension des grandes institutions comme la Banque mondiale, FMI, c'est d'accompagner le développement socio-économique d'un pays. Et là, le chef de l'État donne une opportunité de matérialiser cela. Nous avons aujourd'hui avancé sur l'élaboration du document stratégique avec les grands cabinets comme KPMG, Southbridge. Effectivement, nous avons expliqué ce matin que de notre compréhension, pour nous, c'est vrai, les revenus de Simandou sont très importants, très importants, mais nous avons en tête de ne pas dépenser directement ces revenus. Nous avons l'ambition de pouvoir structurer un fonds souverain où une bonne partie de ces revenus sera logée, qui va nous servir d'aller prendre de l'argent moins cher sur le marché des capitaux ou de l'utiliser comme garantie pour aller financer la construction des écoles, des hôpitaux et aussi le capital humain. La directrice pays de la Banque mondiale, Marie Chantal, a au cours de l'entrevue souligné l'engagement collectif des institutions financières internationales à soutenir la vision de développement durable et responsable de la Guinée sous le leadership du chef de l'État. La Société financière internationale SFI, qui joue un rôle clé dans l'accompagnement des investisseurs locaux, a également pris part à la discussion. Sa proximité avec la Guinée et GAC lui permet de comprendre les enjeux de chaque partie. Nous étions avec nos amis et partenaires de la Banque africaine de développement ainsi que la directrice des opérations de la Banque mondiale. Nous sommes venus rencontrer la délégation guinéenne pour parler effectivement d'un certain nombre de projets qui font le partenariat des deux institutions, des trois institutions avec le gouvernement de Guinée. Vous avez mentionné le projet GAC. Effectivement, la Banque africaine de développement et la SFI ont investi presque 800 millions de dollars, ont mobilisé presque 800 millions de dollars pour le financement du projet GAC en Guinée. Nous sommes très fiers de cet investissement qui a permis la création de plusieurs milliers d'emplois, qui a permis à la Guinée, qui a contribué à ce que la Guinée soit aujourd'hui le premier producteur de bauxite au monde. Et surtout, ce projet est prometteur parce que dans les conventions que l'État guinéen a signées avec l'investisseur, il y a la promesse, l'engagement de réaliser une raffinerie d'aluminium. Le groupe GAC et son actionnaire principal EGA et l'État de Guinée sont en négociation pour trouver les voies et les moyens pour réaliser cette obligation. Donc, en tant que prêteur au projet, mais surtout en tant que partenaire à la Guinée, nous sommes venus discuter avec la partie guinéenne pour essayer de voir dans quelle mesure on peut contribuer à ce que ces négociations puissent aboutir le plus tôt possible, afin que le projet puisse continuer et la raffinerie se développer. Nous avons eu une totale convergence de vues sur l'intérêt pour la Guinée et pour l'investisseur et pour ses partenaires à ce que les négociations puissent aboutir rapidement. Nous avons convenu que si l'État le souhaitait, l'État guinéen le souhaitait, les deux partenaires, la BAD et la SFI, pourraient effectivement contribuer à ce qu'une solution soit trouvée dans les jours, dans les semaines à venir. Les échanges avec ces institutions financières dans le cadre de la Mining Indaba illustrent les efforts continus de la Guinée visant à établir un partenariat solide et durable avec ses partenaires financiers. Les travaux de la deuxième journée se sont terminés par une visite des stands de la Guinée et de ses partenaires industriels. À cette occasion, la présidente de Winning Consortium Simandou a offert une portion brute du minerai de fer de Simandou à la délégation guinéenne. Cette offre symbolique souligne la solidité des liens entre la Guinée et ses partenaires stratégiques.
Retour en Guinée, direction Mamou, où l'ancien président de l'Assemblée nationale, El Hadj Boubacar Biro Diallo, a regagné sa dernière demeure ce dimanche, décédé hier à l'âge de 103 ans, compagnon de l'indépendance et ancien président de l'Assemblée nationale. El Hadj Boubacar Biro Diallo est une figure emblématique de la Guinée. Le chef de l'État général Mamadi Doumbouya a été représenté en cette cérémonie par une forte délégation conduite par le général Amara Kamara. La délégation a, au nom du chef de l'État, transmis à la famille et au peuple de Guinée les messages de compassion du général Mamadi Doumbouya. Reportage Mamadou Patebalde. Il n'est pas demandé à tous les citoyens de verser leur sang pour la patrie. Il faut avoir le souci du devenir de la patrie. Cette voix que vous entendez, vous ne l'entendrez plus. Il s'agit de El Hadj Boubacar Biro Diallo. C'est dans une profonde consternation et d'émotion que les populations de Mamou en particulier et de la Guinée en général ont appris avec tristesse le décès de El Hadj Boubacar Biro Diallo, ancien président de l'Assemblée nationale. Né en 1922 à Kourou, dans la préfecture de Mamou, El Hadj Boubacar Biro Diallo était un guide dont la sagesse, la rigueur et la bienveillance ont profondément marqué les Guinéens. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un ko dum wadi si enen o fowtu bondirden do. Allah subhanahu wa ta'ala o wadi ko o hani wadde kon tawi enen kadi hiden weltori. El Hadj Boubacar Biro duuɓi temedere duuɓi tati ko ɗum ɓe heɓi selon komin waɗi kon e komin wi'i kon e komin yii kon haray ko saɗimo on ko toolimo on min yetti Allah min weltanike on fatunde nden ko waɗi kon ɗum o wele wele wonande en ɓayde hay goto luttata ɗon. À l'annonce de la triste nouvelle, de nombreux délégués, des amis, parents, amis et sympathisants venus de partout à travers le pays, le chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya et le gouvernement de la transition ont été représentés par le ministre secrétaire général à la présidence de la République, le général Amara Kamara, à la tête d'une importante délégation venu adresser les condoléances à la famille éplorée. Merci pour tout ce que vous avez fait. Et tout ce qui doit être fait, vous l'avez fait. Et ce que nous pouvons faire ici, Mamou est en train de le faire, elle l'a fait et vous attendre pour qu'on mette en application sa dernière volonté. Donc, au nom du peuple de Guinée qui est par là, qui est partout, nous vous souhaitons la bienvenue et vous demandons humblement de prier pour lui, pour nos dévanciers, nos parents, nos frères, nos soeurs, tous les dévanciers, et que cette transition que nous gérons ensemble, qu'il la fasse parfaite. Je l'ai côtoyé tout le temps, pendant longtemps, et même quand il était à la retraite, je me rendais à Kourou, nous parlions de tout et de rien sous son petit manguier. C'est une perte énorme pour la Guinée, mais c'est en même temps un exemple immense pour la Guinée. C'est le doyen de notre famille qui vient de disparaître à l'âge de 105 ans environ. C'est une consternation totale, mais la foi prédomine. La foi prédomine. La mort est créée par Dieu avant la naissance. Il a fait œuvre utile. Il a rendu d'éminents services à la nation. Ce que je retiens de lui, c'est l'honnêteté. Une fois, je causais avec lui, je dis, papa, qu'est-ce qui peut donner à quelqu'un une longue vie? Il m'a dit, il faut être honnête. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Quand tu n'es pas en contradiction avec ta conscience, tu vas vivre heureux et pendant longtemps. Je retiens ça de lui. Ancien président de l'Assemblée nationale,
De 1995 à 2002 et député à la 6e législature, Elhadji Boubacar Biro Diallo n'était pas seulement une figure politique emblématique de notre pays. Il était aussi une référence pour le peuple de Guinée. Aujourd'hui, un baobab qui nous quitte, un centenaire, c'est un don de Dieu. Toute la République est plongée dans une profonde tristesse. Le gouvernement, les populations, les amis, la famille biologique, tout le monde partage cette tristesse et nous prions pour que son âme repose en paix. Je souhaite que le bon Dieu lui accorde le paradis et qu'il lui pardonne. Je souhaite qu'il soit une source d'inspiration pour toute la jeunesse guinéenne et surtout pour les cadres, pour les valeurs qu'il a défendues. Sa passion pour son pays, sa passion pour les populations guinéennes, et il a donné lui-même de sa propre personne pour faire de la Guinée un pays indépendant. Vous savez, c'est un compagnon de l'indépendance également, mais aussi de faire en sorte que la démocratie s'installe dans notre pays. Elhadji Biro était un homme très direct, très droit. Il ne dit pas ce qu'il ne fait pas. Il ne faisait pas des choses par complaisance. C'est quand la personne mérite et le texte mérite à être étudié, on le passait. Si ça ne méritait pas, si ce n'était pas favorable au peuple de Guinée, on ne le passait jamais. Elhadji Boubacar Diallo est rentré définitivement dans l'histoire de la Guinée par la grande porte. C'est un grand homme que nous avons perdu. C'est un exemple de sagesse, de vérité, de courage. Elhadji Biro Diallo a commencé ce combat pour l'instauration de la démocratie dans notre pays depuis le temps colonial. Au nom du chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, le ministre secrétaire général à la présidence de la République a transmis aux différentes familles le message de compassion du président de la République et de l'ensemble du peuple de Guinée. Ensuite, la délégation sudanese pour rendre un dernier hommage à ce grand homme qui fut l'un des pionniers de l'indépendance nationale. De la grande mosquée, le cortège funèbre s'est rendu aux cimetières de Sabou, où le défunt repose à jamais. Elhadji Boubacar Biro Diallo Samba, laissant derrière lui un héritage politique inestimable et une empreinte indélébile dans l'histoire de la Guinée. Paix à l'âme de l'illustre disparu. Et puis à des milliers de kilomètres de Conakry, le président du CNT rencontre les ressortissants guinéens établis au Maroc. Objectif à présenter le tableau de bord des grands chantiers de la transition, mais également le contenu de l'avant-projet de nouvelle constitution. Une opportunité pour les participants de cerner et de comprendre les motivations des législateurs sur le choix de certaines innovations. Abdoulaye Diallo commente les images de nos confrères. Suivez. À la représentation diplomatique de la Guinée à Rabat, le président du CNT est accueilli par cette cérémonie de lecture du Saint-Coran. Un moment fort, marqué par des prières pour la paix, le développement du pays et la pérennisation des acquis du CNRD. Comme dans les différentes régions de la Guinée et dans certains pays, la détermination de Dr Dansa Kourouma d'informer, d'expliquer et de recueillir les avis sur l'esprit et la lettre de l'avant-projet de nouvelle constitution est sans condition. En tant qu'autorité du pays, notre légitimité dépend de notre capacité à écouter nos compatriotes et à apporter des solutions à leurs préoccupations et les encourager dans leur parcours. La deuxième chose, la Guinée est un pays en pleine refondation. L'un des éléments essentiels de la refondation, c'est la Constitution. Et on est en phase d'explication de l'avant-projet de Constitution. Nous avons mis l'occasion à profit pour présenter à la communauté guinéenne les grandes innovations. Face à cette jeunesse engagée, le président de l'organe législatif de la transition a détaillé les principales articulations de la loi fondamentale. Les constitutions successives, chacune d'elles avait trois problèmes qui se ressemblaient. Trois problèmes. Le premier problème, les conditions de rédaction restaient peu claires. Deuxièmement, ces textes-là n'ont pas été élaborés de concert avec la population, qu'on sous-estime parce qu'elle est majoritairement analphabète, on refuse de les associer. Troisième problème qui correspond à
toutes ces constitutions-là, elles n'ont pas été respectées par ceux qui les ont rédigées même. Alors nous, étant une autre génération, avec une autre manière de penser, le président de la République nous a dit: écrivez une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Entre interrogations, suggestions et préoccupations, ces jeunes ont témoigné leur engagement, mais surtout leur volonté d'apporter leur soutien à l'édifice constitutionnel. Nous sommes très émus aujourd'hui de voir les perspectives de la Guinée à l'échelle nationale et internationale, et sans oublier son excellence, M. Mamadi Doumbouya, qui est en train de mettre aujourd'hui la Guinée, une nouvelle Guinée, un nouveau départ de l'échelle internationale. Cette rencontre illustre l'attachement de la diaspora guinéenne à son pays et la détermination à faire entendre sa voix dans la prise de décision. Avec cette démarche des autorités guinéennes, l'avenir de la Guinée se dessine bien au-delà de ses frontières. La mission de l'équipe gouvernementale dans la région forestière poursuit ses activités. L'équipe conduite par Amadou Riba a conféré hier avec les populations de Beila. Lors de ce grand meeting, les responsables locaux ont profité pour exposer leurs préoccupations, mettant en lumière les principaux défis de développement de la préfecture. Une école professionnelle a été également inaugurée. Reportage Ousmane Bangoura. Beila, terre bénie de Konia, accueille la délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre Amadou Riba. Juste à la porte d'entrée de la ville, un projet structurant retient l'attention des usagers. Ce poste électrique, au-delà de son impact direct sur les préfectures de Beila et Kirouané, étendra ses bienfaits jusqu'à Kankan, Mandiana, Sigiri et Koursa via le poste de Fomi. 120 autres localités allant des sous-préfectures au village bénéficieront également de cette avancée énergétique majeure. Lors de cette visite des installations par le chef de gouvernement, des points cruciaux ont été abordés, notamment la gestion rigoureuse du raccordement des ménages en évitant les erreurs du passé et la sécurisation des sites stratégiques. Pour aller à Kirouané, avant de sortir, elle va transformer la haute tension en moyenne tension qui va desservir la population de Beila ainsi que la population envoisinante. C'est un autre projet d'électrification régionale. C'est toujours dans le même projet. Il est prévu d'électrifier par ces projets 121 villages. Partout là où il y a de postes. Décembre 2025, l'ouvrage doit être livré. Là, c'est le centre de formation professionnelle de Beila, fonctionnel depuis quelques années. Après son extension, ce temple de savoir ouvre officiellement ses portes aux apprenants. Il comprend 22 infrastructures pour un total de 234 apprenants, dont 25 filles. 30 formateurs, dont 3 femmes, tiennent les 6 filières enseignées. La plomberie sanitaire, la mécanique haute diesel et essence, l'électricité bâtiment, l'électricité industrielle et la maçonnerie. Cette infrastructure est le leader du partenariat gagnant-gagnant entre le gouvernement guinéen, les partenaires techniques et financiers ainsi que le secteur privé. Ce centre de formation incarne notre engagement commun et notre ferme volonté à vouloir renforcer davantage le capital humain de notre jeunesse, à faciliter l'insertion socio-professionnelle de nos apprenants, afin de favoriser leur employabilité et bâtir tous ensemble une vie forte, prospère et résiliente, tournée vers l'avenir. Cette visibilité gouvernementale aura permis à la délégation de voir aussi le centre énergétique solaire de Beila. Se réjouissant de la réalisation des projets d'importance capitale, les populations ont réservé un accueil somptueux à la délégation, d'où cette mobilisation des citoyens venus de partout. S'il s'agit d'écouter les femmes pour vous permettre de projeter des programmes de développement socio-économique, nos préoccupations sont suivantes. L'autonomisation des femmes à travers la création de microcrédits, l'employabilité des femmes à des postes de prise de décision dans la préfecture de Beila au sein des sociétés Rio Tinto, l'opérationnalisation du conseil préfectoral des femmes et filles de Beila, le désenclavement des jeunes de production pour permettre aux groupements féminins de faire écouler facilement leurs produits,
la relance du centre d'autonomisation et d'entrepreneuriat féminin. Amadou Ouriba, satisfait de ce témoignage de la population de Beila à l'endroit de son équipe, conscientise les esprits sur les retombées attendues du projet Simandou, non seulement pour Beila, mais aussi les communautés environnantes, tout en appelant les jeunes à promouvoir la formation. Vous abritez l'un des projets les plus importants d'Afrique à travers le Simandou. L'aménagement urbain de la ville de Beila doit commencer maintenant. Il faut qu'on sache où commence une route, où elle se termine. Les infrastructures collectives doivent être déjà sur le plan tracé. Parce qu'on ne souhaiterait pas qu'il y ait un développement urbain anarchique comme dans certaines capitales que nous connaissons. Il faut que les responsables administrateurs territoriaux, les élus de la collectivité, avec les équipes des ministères sectoriels, s'asseyent pour définir et tracer d'ici la fin de l'année comment Beila sera dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Parce que si on ne le fait pas, Beila du jour au lendemain verra sa population doubler, voire tripler. Mais si rien n'est préparé pour loger les gens, pour créer les écoles, pour créer les centres de santé, les espaces de loisirs, ce sera une ville qui ne sera pas du tout en capacité d'assurer son développement futur. Messieurs les ministres, on a une tâche. Lorsqu'on parle du Simandou 2040, le Simandou 2040 commence par Beila et Kerouané. Ce n'est pas la Guinée dans 15 ans. La Guinée dans 15 ans commence aujourd'hui ici à Beila. Et donc, si on veut atteindre confortablement le programme de Simandou 2040, il faut que d'ici la fin de l'année, que nous montrions nos réelles capacités de gouvernance, d'anticipation pour que Beila soit correctement construite. Convaincus des avancées significatives des projets réalisés et en cours de réalisation dans leur préfecture, l'ensemble des populations de Beila ont exprimé leur adhésion indéfectible aux idéaux et aux programmes de société du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Au compte de l'immersion gouvernementale toujours, le ministre de la Défense nationale visite les structures sanitaires militaires réalisées à Zérékoré, 4e région militaire du pays. Il s'est aussi rendu dans la localité de Kouankan, base du bataillon opérationnel régional de Zérékoré, récemment implanté par la hiérarchie militaire. Le ministre de la Défense nationale salue la cohabitation entre la population de cette localité et les forces de défense et de sécurité. Reportage caporal Mabinti Keita. Dans son volet relations civilo-militaires, l'implication de l'armée dans l'amélioration de la santé de la population est un axe prioritaire des réformes en cours. À l'image des autres structures sanitaires militaires du pays, le centre médico-chirurgical des armées du camp Béanzin de Zérékoré est aujourd'hui un espoir pour les patients civils et militaires au sud de la Guinée. Les choses, ça se passe bien. On s'occupe de nous. Depuis hier, je suis venue ici. On s'est occupé de moi. Ici, c'est bon. Depuis le 30, je suis là, opéré, convalescent. Franchement, les médecins qui sont là s'occupent très bien de nous, que vous soyez militaire, que vous soyez civil. Et en plus, les installations et les équipements qui sont en place, nous sommes très très ravis de la bonne volonté des autorités qui ne cessent de mettre en œuvre des initiatives qui nous rendent toujours fiers. Des soins de qualité avec des équipements performants. Cet important investissement de l'autorité est soutenu par la dimension humaine du personnel sanitaire de l'armée dans la 4e région militaire. Au niveau des acquis, en 2023, on a consulté plus de 13 000 cas. Parmi ces 13 000 cas, la population civile représentait plus de 9 000. Et les autres, c'était des militaires avec leurs familles. En 2024,
on a eu à consulter plus de 14 000 patients. Parmi ces 14 000 patients, les civils représentaient plus de 80% de nos consultations. Début 2025, vous avez sillonné les salles, vous avez constaté ce qui se passe. Vous-même, vous pouvez juger. Plus loin, dans la sous-préfecture de Kouankan, base du bataillon opérationnel régional BOR, la cohabitation est heureuse entre militaires et civils. Nous sommes très contents par rapport à l'arrivée du camp à Kouankan, y compris nos parents. La sécurisation de Kouankan est très mieux aujourd'hui. Avec eux aussi, franchement, nous sommes des amis. Ils ont trouvé toute la population kouankanaise que nous sommes des amis et nous sommes aussi des amis de plus depuis leur arrivée. Il y a une bonne cohésion entre la population et le bataillon. La population nous aide beaucoup à fournir les renseignements. En visite de travail sur ce chantier, le ministre de la Défense nationale a, au nom du président de la République, remercié la population de Kouankan pour son hospitalité et sa bonne collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Il faut respecter la discipline militaire. Il faut cultiver l'esprit de corps. Cela veut dire que vous devrez respecter la population civile. Agissez conformément à la loi, conformément au règlement militaire. Respectez l'intégrité physique et morale des citoyens. Respectez les traditions locales. Parallèlement, des séances de sensibilisation sont organisées par le commandement de la 4e région militaire. Elles portent sur la connaissance et le respect des droits humains, avec point nodal le renforcement des relations entre l'armée et sa nation. Pose de la première pierre ce matin de la direction régionale de police de Nzérékoré. La réalisation de l'infrastructure est financée par l'État guinéen. C'est le Premier ministre Amadou Ouriba, en présence de plusieurs membres du gouvernement, qui a présidé la cérémonie. Une fois terminé, l'édifice va désormais offrir au personnel de police un cadre idéal de travail dans la protection des personnes et de leurs biens. Alpha Isiagaba, Souleymane Kondé. La pose de la première pierre est d'une haute portée sécuritaire. C'est la future direction régionale de la police de Nzérékoré. L'infrastructure sera bâtie sur cet espace de plus de 1000 mètres carrés. La pose de la première pierre est une des activités planifiées par le ministre Bachir Diallo à l'occasion de l'immersion gouvernementale. Monsieur le ministre, depuis votre nomination à la tête de ce ministère, vous avez insoufflé un vent de renouveau, transformant les défis en opportunités et les promesses en réalité tangibles. Il est important de rappeler ici rapidement que cette direction est un maillon essentiel de la sécurité régionale pour veiller à l'application des lois de la République, assurer la protection des personnes et des biens et prévenir les troubles à l'ordre public entre autres. La région administrative de Nzérékoré, compte tenu de sa position géographique, avec plusieurs centaines de kilomètres de frontières internationales, de ses importantes ressources agricoles et de ses grandes richesses minières, occupe une place stratégique dans le développement économique de notre pays. C'est un bâtiment R+1 qui va sortir de terre. Il est composé de 13 bureaux et plusieurs autres commodités. Financés entièrement par le gouvernement guinéen, les travaux de construction de la direction régionale de la police de Nzérékoré vont durer 7 mois. La police est le maillon essentiel pour qu'il y ait effectivement un état de droit. Si la police n'est pas mise à sa place, conséquemment, pour qu'elle puisse faire son travail dans la dignité, dans l'efficacité, il va de soi, c'est l'état de droit qui va emporter les contre-coups. Dès après la pose de la première pierre de la direction régionale de la police de Nzérékoré, l'équipe gouvernementale a visité la protection civile de la capitale forestière. Des motos ainsi que des ordinateurs ont été remis aux soldats du feu. Le salut est venu du ministre de la Sécurité et de la Protection civile et celle des télécommunications.
Restons dans la région forestière. À Macenta, une équipe technique du ministère de l'Industrie vient de visiter les installations de l'usine de thé de Macenta pour sa relance. Installation vétuste, moins limitée pour l'entreprise chargée de l'exploitation de l'usine ou encore spoliation du domaine agricole sont autant de défis à relever afin de rendre cette relance effective sur fond de modernisation. Abdul Karim Kamara depuis la région forestière. À 6 km de Macenta, ce joyau industriel sous la Première République reste encore une fierté guinéenne. Mais aujourd'hui, cette fierté est racontée dans une cadence nostalgique. Opérationnelle depuis une dizaine d'années, grâce à un partenariat public-privé, l'usine de thé de Macenta connaît toujours une relance poussive. Ici, l'on compte une poignée de machines parmi tant d'autres vétustes. Quand nous voyons beaucoup d'années que l'usine a fait arrêter, nous pouvons dire Dieu merci aujourd'hui. L'usine est en avance par rapport au temps passé. Comme vous l'avez constaté, l'installation de nouvelles machines. Je remercie le ministère de l'Industrie par rapport à cette mission effectuée aujourd'hui. Parce que leur présence aujourd'hui ici va mettre en lumière toutes les activités que l'entreprise est en train de faire. En immersion gouvernementale, une équipe du ministère du Commerce, Industrie et PME vient s'enquérir des réalités de l'usine qui fait partie aujourd'hui des unités industrielles logées dans le portefeuille de l'État. La relance de cette unité industrielle s'inscrit dans une vision large du chef de l'État portée par la ministre Dr Diaka Sidibé. On a constaté que l'entreprise a vraiment pris des mesures, elle a commencé à s'installer. Nous sommes là justement pour encourager l'entreprise à continuer son plan d'investissement qui va permettre, nous l'espérons, à cette zone d'être dynamique. Dans ces installations où le temps s'est arrêté, le constat révèle à maints endroits la nécessité de moderniser les actifs. Malgré la spoliation du domaine agricole de l'unité par la population, le thé de Macenta refuse de mourir. Nous avons à date une politique nationale de l'industrie qui a été mise en œuvre l'année dernière, donc qui est aujourd'hui un outil très pertinent pour pouvoir vraiment moderniser, innover et aussi mettre en place des stratégies très importantes pour le développement des industries en Guinée. À date, l'usine de thé de Macenta tient 150 emplois directs et indirects, parmi lesquels 3 experts sri-lankais et rwandais qui s'occupent de la plantation et de la production. Pour l'entreprise en charge des opérations, si la relance et la modernisation devenaient une réalité, l'usine pourrait employer jusqu'à 500 personnes. Et puis le département en charge des personnes vulnérables est prêt à accompagner l'association guinéenne pour l'autonomisation des aveugles de Nzérékoré. Charlotte Daffé est allée au contact de cette couche vulnérable qui pratique des métiers artisanaux pour s'imprégner de leurs conditions de travail et rassurer ces acteurs de la volonté du gouvernement à améliorer leurs conditions de travail. Moussa Komara. Ces malvoyants devenus le symbole de la bravoure font tomber le masque. Avec art et intelligence, ils font du beau. Des filets de pêche, des tamis, des instruments de musique traditionnels sont confectionnés pour se prendre en charge et refuser d'être des victimes des préjugés sociaux. Quand ton manger se trouve dans les mains d'autrui, c'est très difficile, tu deviens esclave. C'est ce qui nous a poussé à apprendre ce métier pour chercher notre autonomie économique. Installés dans le quartier Orient 1, ces personnes à déficience visuelle sont au nombre de 36, réunies dans un groupement qu'ils appellent Association guinéenne pour l'autonomisation des aveugles. Sans siège ni soutien, ils refusent d'être marginalisés et tentent de faire valoir leur utilité dans la société. Ce combat a commencé depuis 2016, mais pendant ce temps, ils sont confrontés à des difficultés majeures. Le manque d'appui pour la construction d'un centre d'alphabétisation et de réinsertion socio-professionnelle pour l'autonomisation des aveugles qui croupissent dans les différents villages de la région. L'insuffisance de moyens pour l'acquisition des matériaux de confection de nos objets artisanaux. Le manque de moyens pour l'acquisition d'instruments de musique modernes. Nous voulons avoir un orchestre, madame. Venue s'enquérir des conditions de vie et de travail de ces personnes démunies, la ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables a salué le courage
et la résilience de cette couche sociale. Le président a demandé que nous venions en province, en région, pour toucher les réalités du terrain. Nous voyons que le besoin est là. Nous allons tout faire pour que vous aussi, vous ayez les mêmes droits que les enfants aveugles qui sont à Conakry et dans d'autres régions. Ce soit les enfants, l'accompagnement que vous demandez, nous allons tout mettre en œuvre pour vous accompagner. Ce message rassurant et plein d'espoir ravive cette association résolument engagée à repousser le spectre de la mendicité à Zérékoré. Améliorer l'accès aux technologies de l'information et de la communication pour les étudiants. Le ministère de l'Enseignement supérieur, en collaboration avec Mouna Technology Group, offre 1000 ordinateurs aux universités et instituts, dont 300 dans le Grand Conakry. L'Institut supérieur des arts Mori Kanté de Dubreka a bénéficié de 30 ordinateurs uniquement pour les étudiants. Reportage Sa Martin Fancinadouno. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, à travers le groupe Mouna Technology, entend offrir aux étudiants un accès amélioré aux outils numériques. L'Institut supérieur des arts Mori Kanté de Dubreka bénéficie de ce programme avec 30 ordinateurs destinés uniquement aux étudiants, essentiels pour leur formation académique. Aujourd'hui, avec les outils informatiques que nous avons, donc ces ordinateurs qui sont vraiment de pointe, ça permettra à nos étudiants de faire non seulement les recherches, mais de pouvoir télécharger les cours, de pouvoir visualiser les images, puisque nous sommes dans le domaine des arts et de la culture, mais aussi de pouvoir avoir d'autres logiciels pour les tableaux, pour le design et ainsi de suite. Ces ordinateurs seront utilisés dans la préparation des cours, des projets de recherche et des activités académiques, permettant ainsi aux étudiants bénéficiaires de développer leurs compétences en informatique et de se préparer au mieux aux défis du marché de l'emploi. J'ai toujours aimé utiliser l'ordi, mais je n'ai jamais eu l'opportunité de le faire. Grâce à cela, aujourd'hui, je vais pouvoir aussi m'intégrer, m'initier dans ce monde d'apprentissage technique et technologique. On a des scénarios à écrire par moment, on a des scénarios à réaliser par moment en tant qu'interprète, donc l'outil là vient en apport pour la réalisation de ces scénarios. Merci à Mouna Group et nous les remercions et nous les encourageons encore à faire plus pour nous. Les étudiants bénéficiaires sont issus des 4 départements: Beaux-Arts, Arts dramatiques, Musique et musicologie et cinéma. Ils sont tous sélectionnés sur la base du mérite. Un tel programme permet ainsi de réduire la fracture numérique en offrant la possibilité aux étudiants qui n'ont pas les moyens d'accéder à un ordinateur, outil crucial dans l'évolution du monde numérique. Le ministère de l'Enseignement technique veut impliquer davantage les entreprises dans la formation des apprenants. Pour ce faire, une stratégie nationale de formation par apprentissage et par alternance est élaborée. Cela dans le but de favoriser chez les apprenants une formation en classe tout en effectuant des formations en entreprise. Plus de détails avec Tierno Ousmane Diallo. Dans la politique en cours de développement à l'enseignement technique, priorité est accordée aux cours pratiques. En salle de classe, tout comme en dehors des murs des écoles, dans le cadre de leur formation, les apprenants doivent être suivis dans ce sens. L'élaboration d'une stratégie nationale de la formation par apprentissage et par alternance va ainsi permettre d'améliorer leur qualification afin de mieux répondre aux besoins du marché de l'emploi. Que la Guinée va se doter d'une stratégie de formation par apprentissage et par alternance, et puis aussi tout le cadre légal et réglementaire qui va avec. Parce qu'on entend parler beaucoup de formation par apprentissage ou par alternance, malheureusement nous avons quelques retards. Donc grâce à cette réforme, à cette activité, nous allons pouvoir rattraper ce retard. En Guinée, vous avez déjà un tissu important dans l'artisanat, dans les petites entreprises, mais aussi dans quelques entreprises plus grandes qui offrent des apprentissages professionnels. Et donc il faut les valoriser, et c'est l'idée de la stratégie. Dans ces réflexions, le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, à travers la Direction nationale de l'emploi et de l'entrepreneuriat, travaille étroitement avec le secteur privé, le syndicat et les partenaires au développement, une démarche inclusive pour donner un nouvel essor à la formation par apprentissage et par alternance. Il est primordial de développer des synergies entre les institutions de formation
et des entreprises pour favoriser l'alternance, les stages, les programmes d'insertion professionnelle. Cette collaboration bénéfique permettra d'ancrer la formation professionnelle dans une dynamique pragmatique et efficace. Pour accompagner efficacement cette transformation structurelle de notre économie, selon la vision du chef de l'État en cours de matérialisation dans le programme Simandou 2040, il est donc indispensable de doter nos jeunes des compétences techniques, professionnelles et humaines dont ces secteurs porteurs ont besoin. La stratégie nationale de la formation par apprentissage et par alternance va renforcer l'implication du secteur privé dans la formation des apprenants conformément aux objectifs de la politique nationale de l'emploi. Développement local, des actions sont menées dans la préfecture de Kindia pour soutenir la refondation en cours dans notre pays. Une initiative saluée par les autorités. Reportage Makeme Donzo. La région de Kindia se prépare activement à une mobilisation grandiose en faveur des idéaux du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Les membres du comité d'organisation, composé de secrétaires généraux, chefs de cabinet des départements ministériels, ont rencontré les autorités locales et fils ressortissants de la région de Kania dans le but de faire de cet événement une rencontre mémorable. Nous sommes venus nous rencontrer par rapport à un événement que nous devons mettre sur place. Il s'agit de la reconnaissance des acquis du président de la République, chef d'État, chef suprême des armées, qui a beaucoup fait pour la Basse-Côte. Quand nous prenons toutes ces activités, tout ce qui s'est passé à Kindia, on est en plein droit vraiment de reconnaître les acquis du président. Si quelqu'un te fait du bien, il faut le reconnaître. Le président assure la santé des artistes et la santé n'a pas de prix. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants envers le président de la République. La Basse-Côte est reconnaissante des multiples actions de développement posées par le général Mamadi Doumbouya depuis le 5 septembre. D'où cette initiative pour célébrer ses acquis les 21 et 22 février afin de prouver au monde entier que les fils et filles de cette région naturelle soutiennent le CNRD et son président. C'est l'union des fils et filles de la Basse-Guinée autour d'un idéal commun, et celui du soutien à Monsieur le Président de la République, compte tenu de toutes les œuvres qui sont entamées, qui sont réalisées, qui sont en perspective. 1200 artistes ont eu une prise en charge médicale et parallèlement à ça, les droits d'auteur ont été payés à hauteur de 3 milliards de francs guinéens, sans compter toutes les œuvres qui sont déjà là. À cause de toutes ces raisons, nous, on en a été mandatés de nous associer avec nos frères de Kindia, l'ensemble des autres préfectures, que ce soit Koya, Forekaria, de Breka, pour pouvoir venir magnifier notre adhésion totale aux idéaux de Monsieur le Président de la République. Plusieurs activités sont prévues, des inaugurations d'infrastructures de base. Campagne de mobilisation pour l'assainissement de la ville de Conakry. Cette fois, c'est au quartier Anko 5 Wanindara de la commune de Matoto que le bureau fédéral communal du Mosacode a mobilisé les habitants pour une vaste opération de nettoyage. Une initiative qui a également servi de cadre à la validation officielle du bureau Mosacode d'Anko 5 Wanindara par Adja Diaba Doumbouya. Le point avec Kerfala Presse Camara. Munis de râteaux, de balais et de bruettes, plus d'une centaine de jeunes du bureau fédéral communal Mosacode du quartier Wanindara se sont activement impliqués dans cette campagne d'assainissement. Tous en uniforme, ils sont œuvrés avec détermination pour débarrasser les voies publiques des déchets, rendant ainsi leur cadre de vie plus sain et agréable. Nous jeunes souhaitons désormais donner une nouvelle image à cette localité. Nous sommes bien persuadés de la présence de notre grande coordinatrice nationale, Adja Diaba Doumbouya. C'est bien ça notre priorité, la voir parmi nous à cette activité d'assainissement, qui est d'ailleurs le fruit de son déplacement, qu'elle reçoit nos salutations respectueuses. L'ambiance était à la fois festive et citoyenne lorsque Adja Diaba Doumbouya est arrivée sur les lieux.
Accueillie chaleureusement par la population, elle a saisi cette occasion pour officialiser la validation du bureau fédéral communal Mozakod du quartier Wanindara, marquant ainsi une étape importante dans la structuration du mouvement à l'échelle locale. Au nom de la coordinatrice nationale Lagiagaba Doumbouya, le bureau de Wanindara Mozakod est validé. Avec cette reconnaissance officielle, le bureau fédéral communal Mozakod du quartier Wanindara entend redoubler d'efforts dans la lutte contre l'insalubrité. Tourisme, destination d'Alaba, la ville qui a abrité le lancement de la saison touristique 2024-2025, une période qui court jusqu'au mois d'octobre prochain. 3 mois après le lancement, on s'y retourne pour admirer certains attraits de cette préfecture qui a très tôt marqué les colons. Nos reporters Ousmane Ba et Mamadou Djoumaba nous font voyager à la découverte des paysages fascinants de Dalaba dans ce reportage grand format. Suivez. De par sa nature exubérante, avec un paysage fascinant qui offre un beau temps, un climat doux et une humidité spécifique, Dalaba se révèle comme une perle dans le massif du Fouta Djallon. Très tôt attirés par cette beauté, les colons qualifient Dalaba de la Suisse africaine de Guinée. Ils s'y installent et expérimentent la plantation des arbres exotiques tels que le pin, à l'image de ce jardin appelé Jardin Chevalier du nom d'Auguste Chevalier, un botaniste français qui a expérimenté cette essence en 1908. Parti en France, il revient en 1918 et constate la réussite des échantillons. Telle est la genèse de ce jardin. La forêt a été appelée forêt des pins, c'est parce que c'est ici qu'il a essayé de la première plantation des pins. Ça ne se trouvait nulle part en Guinée. Mais c'est après que ça a réussi en 18, après la Première Guerre mondiale, il est revenu. Il a trouvé que les pins ont donné, ça a poussé. Et depuis lors, il a essayé de mettre dans les autres endroits de la ville de Dalaba, même à Pita. Les pins se trouvent à Pita actuellement. Donc après ça, en 1945, l'endroit là où nous sommes a été placé comme forêt classée. Dans le jardin, plusieurs autres espèces exotiques. Des arbres centenaires sous lesquels l'humidité crée un microclimat qui accueille si bien les visiteurs. Des arbres aux écorces odoriférantes, des feuilles au parfum qui embaument l'atmosphère. Les couloirs sont arpentés par les visiteurs. Pour cette occasion, ces motards s'offrent le plaisir de faire une parade. Il a essayé les pins, les eucalyptus, l'érable, les bambous, les cafés, les caféiers, le cannelier. Il a trouvé que tout ça la marche. Il a fait cette exécution un peu partout à Dalaba. Il est parti vers Ifak là-bas, il l'a essayé. Les pins et les canneliers sont là-bas encore. Dalaba, ce sont aussi les sites historiques. Ici, c'est Fugumba, la capitale religieuse du Fouta théocratique, qui faisait aussi office de parlement. C'est l'endroit où l'on intronisait les almamis de 9 provinces appelées Diwe. Cette première case était la salle d'attente. Cette autre plus grande était la salle de couronnement. Des sanctuaires qui ont résisté à l'usure du temps avec ces intempéries pendant des siècles grâce aux entretiens assurés par les gardiens des temples. Il y a eu 14 almamis. Parmi les 14 almamis, le couronnement se faisait ici, chez nous ici. Et parmi les 14 almamis, parce que c'était un modèle d'organisation sociale en avance sur son époque, il y avait l'alternance. Le premier almami, Karamoko Alpha, le deuxième almami, Souri Maudo. Donc c'est ce qui a fait qu'il y a eu l'alternance entre les Souria et les Alfaya. Et parmi les 14, il y a eu 7 de chaque côté. Et actuellement, la case que nous avons ici a été présentée comme un site pour le patrimoine mondial. Et nous remercions très sincèrement le ministère de la Culture, le gouvernement guinéen, qui a fait en sorte que la case de couronnement de Fugumba soit parmi les 5 sites témoins présentés à l'UNESCO.
C'est une famille qui entretient cette case et le sol n'a pas changé, les murs n'ont pas changé. C'est la toiture qui est le TNT qu'on renouvelle chaque 15 ans s'il n'y a pas de termites. Donc il faut remercier tout le monde que c'est un patrimoine maintenant. Et nous sommes heureux qu'on mette ce patrimoine aujourd'hui en lumière. Le couronnement aussi, c'est les turbans des 9 duvets qui représentent les provinces. On commence par le turban de Fugumba, on termine. Mais l'Almami reste pendant 9 jours ici. Et chaque matin, on enlève un turban. Quand ça reste le turban de Fugumba, on fait une délégation qui l'accompagne jusqu'à Timbo, parce que c'est là-bas, qui est la capitale administrative. Dans la même contrée, ce site emblématique du tourisme guinéen, c'est la chute des Ditines. Une marche de 20 minutes en traversant des précipices et des monticules arides donne accès au site. Sur place, l'on découvre une merveille naturelle. Une chute de près de 80 mètres, laissant échapper une brise qui chatouille la peau comme signe de bienvenue et de réconfort après un long parcours. Alors nous sommes bien ici pour admirer cette belle nature au beau ciel, que la nature sature de ses rayons qui se prosternent devant la profondeur des nuits. Et quand on dit que Dame Nature a doté la Guinée des plus beaux sites touristiques, la chute des Ditines en est une parfaite illustration. À présent, direction le stade du 28 septembre pour les échos de la 4e édition du CSK Tour. Cet événement organisé par le club sportif de Kipé a drainé du monde. Le corps diplomatique et des légendes du football guinéen par le biais de la marche, de la sensibilisation et du dépistage. L'objectif visé est de lutter contre les maladies cardiovasculaires. Reportage Fodé Camara. Sous le slogan « Ensemble, marchons pour notre santé », c'est parti pour la 4e édition du CSK Tour. Managé par l'ONG, le club sportif de Kipé, ce mouvement d'ensemble a pour enjeu de vulgariser les bonnes pratiques de santé publique. Ceci pour mieux lutter contre l'hypertension artérielle, le diabète et l'obésité. Pour la petite histoire, c'est les amis d'enfance de Kipé qui sont mis ensemble pour créer cette ONG. À la base, nous travaillons tous et nous n'avons pas le temps en semaine et on s'est rendu compte qu'on prenait du poids par manque d'activité. Et ces derniers temps, c'est la jeunesse qui a été touchée par les maladies cardiovasculaires. Donc c'est ainsi on s'est mis ensemble pour sensibiliser nos frères, nos sœurs, nos mamans et nos enfants. Comme j'aime le dire souvent, que nous allons faire marcher le monde entier en même temps. D'année en année, l'appel de Sékou Djibril Sylla trouve des échos au niveau du corps diplomatique et du cercle des amis d'ici et d'ailleurs. Je pense que le message principal, c'est le sport, ça fait du bien, c'est important pour la santé. Faire du sport d'une façon régulière, ça va éviter ou retarder beaucoup de maladies. Bon, c'est pas seulement le sport, c'est aussi le régime qui est important. Mais faire les deux ensemble, ça fait du bien. Pour populariser la dynamique de bouger plus souvent, pour chasser les maladies, le club sportif de Kipé peut aussi compter sur une légende qui a écrit l'une des plus belles pages du football guinéen. Aboubakar Titi Camara est l'une des têtes d'affiche de cette 4e édition de la marche du club sportif de Kipé. Ce que nous consommons, si on n'arrive pas à les éliminer en fournissant un peu d'effort, je pense qu'après plus tard, ça donnera toujours des complications et surtout des maladies. Je pense que c'est une très bonne chose en espérant qu'il y a beaucoup de gens qui vont adhérer, participer surtout pour notre santé. Le stade du 28 septembre a été le point de départ de ce marathon. Après la marche à partir du carrefour de Donka, retour au stade du 28 septembre pour une large sensibilisation contre l'hypertension artérielle et le diabète. Une sensibilisation suivie d'un test de dépistage gratuit des populations. Il faut qu'on accepte de connaître son statut. Et le statut, on ne peut pas le savoir sans faire le dépistage. Donc j'invite toute la population guinéenne à se faire dépister. Le club sportif de Kipé a déjà installé ses antennes dans 24 préfectures et à l'international, notamment dans la sous-région, les États-Unis et en Europe, précisément à Paris et à Londres, où l'organisation de tels marathons a marqué les esprits à plus d'un titre.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez dans la région forestière comme partout ailleurs dans le monde. Retenez que la Guinée est notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonne suite de programmes sur la RTG.